Good morning. Good morning, everyone. Welcome to the first Africa Logistics meeting. We are very happy that you are here today with us to talk about this first Africa Logistics meeting. I will present right now our guest speakers. First of all, Mr. Moez Hassan, Mr. Ali Tunsi, Madame Naima Zamoum, Maulid Aden, and Alaes. So I will begin first giving the floor to Mr. Moez Hassan. Just first to introduce him, he's the Director General of the Chamber of Commerce and Services of Cap Bon since 2007, and he's member also of the platform Think Africa, which is a network of public and private Tunisian institutions out there, and they work for the development of small medium enterprise in the region. Please, Mr. Moez Hassan, the floor is yours. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis ravi de vous joindre aussi cette année, après 2015. Nous sommes réunis aujourd'hui à la 18e semaine méditerranéenne de la logistique transport. Cette année, pour cette première rencontre, qui aura lieu, c'est-à-dire en premier lieu la logistique africaine et le thème logistique transport plus important que jamais. Donc, les ports africains, on va donner juste un petit aperçu sur les réalités et les investissements dans les ports africains, les défis et les meilleures pratiques. Donc les investissements réalisés, développement, les améliorations, l'infrastructure. Voilà. Alors, pour créer des opportunités commerciales maritimes. Les ports africains ont fortement progressé ces dernières années. De 10 à 15 ans, les résultats sont spectaculaires. Spectaculaires en termes d'infrastructures et de superstructures, les équipements et la mise en place d'outils digitaux. Malgré la désorganisation provoquée par la pandémie du Covid-19 que tout le monde connaît, les opérateurs portuaires et logistiques en Afrique ont continué à investir dans des nouveaux outils. Un chiffre suffit à illustrer le dynamisme de la logistique sur le continent selon l'OCDE. L'OCDE, c'est l'organisation de coopération et de développement économique. Les exportations africaines ont grimpé de 40% en une année, soit plus de double des performances asiatiques et américaines. C'est important de souligner qu'en Afrique, 4 ou 5 hubs globaux à l'échelle du continent et quelques-uns, notamment Tangier-Med, Port Saïd, ainsi que Durban et Djibouti, que notre cher monsieur est présent avec nous pour nous présenter encore plus le port de Djibouti, qui s'avère solidement installé et ont montré dans les classements portuaires mondiaux jusqu'à figurer dans le top 50. Il est important de noter que les procédures de mise en concession ont été améliorées et contribué à ces projets. Pour les opportunités commerciales maritimes, chaque pays en Afrique essaye désormais de s'offrir un port en eau profonde, ainsi que des meilleurs services portuaires dans le but d'améliorer, bien évidemment, sa compétitivité et de se positionner de façon avantageuse face aux grands enjeux du continent dans l'entrée en vigueur en 2020 la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. En effet, l'Afrique comprend une série de bons ports avec des réussites remarquables, comme Tangier-Med au Maroc, Durban en Afrique du Sud, le Djibouti, Mombasa et Port Saïd à l'est, à l'ouest, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Chacun se bat à prendre une place sur la carte des ports africains aux côtés de Lagos et de Lomé. Voilà quelques exemples de ports réussis en Afrique. Donc le Maroc a renforcé bien évidemment son leadership en Afrique avec Tangier-Med. Au fait, ce qui a été réalisé est extraordinaire.
où les autorités marocaines ont réussi à développer un véritable poumon industriel et devenu le plus grand port dans le bassin méditerranéen et qui a traité 3,5 millions de conteneurs, ce qui positionne comme le premier port en Afrique, devançant Port Saïd et Durban. Bien sûr, dispose des lignes maritimes, plus grand complexe portuaire dans le bassin, doté d'une capacité totale de 6 millions d'équivalents 20 pieds, et le port, comme on l'a dit, le premier port en Méditerranée. Le port d'Urban, c'est la plus grande plateforme commerciale du pays pour les secteurs agricoles, automobiles et miniers. Il traite plus de 60% du trafic de conteneurs. Port de Lomé, c'est un solide leader régional et cité comme étant un exemple dans la qualité de service qu'il offre en devenant le premier port en conteneur de l'Afrique de l'Ouest. A connu une profonde mutation au cours de la décennie écoulée, faisant de cette plateforme la plus moderne de l'Afrique de l'Ouest et centrale et l'une des meilleurs continents et un des plus grands ports mondiaux. Tema, c'est au Ghana. Le Sénégal, c'est un futur hub logistique pour l'Afrique de l'Ouest, un univers gigantesque en plein cœur de la capitale. Pour se développer, il doit se moderniser et de décentraliser. Donc, ça c'est le Togo, Pointe-Noire. Le Congo, Pointe-Noire, c'est un port en eau profonde de référence des équipements modernes de manutention, systèmes d'exploitation performants, un rôle important dans la stratégie régionale et des armements. Il se distingue par la meilleure productivité, acquis des ports d'Afrique centrale, déploiement de solutions de mobilité et ces bus électriques destinés au transport personnel. La Côte d'Ivoire, c'est le port d'Abidjan, en compétition dans la région avec Tema du Ghana. Et on arrive au port de Djibouti, qui est un carrefour stratégique. Il offre une prestation portuaire diversifiée et pour devenir un hub logistique de transport. Les projets en cours de l'amélioration à l'horizon, c'est la Mauritanie et la Tunisie. Un terminal en Mauritanie de conteneurs d'import-export et un futur hub régional en Tunisie. Le futur port en eau profonde d'Amfida, le port d'avenir sur le littoral pour le centre et le continent. Ce projet vise au fait à faire de la Tunisie un pôle international de commerce et de services. Présenté depuis plus d'une décennie comme un méga-projet, et une des locomotives de développement de la Tunisie. Le port en eau profonde d'Amfida commence à renaître et des avancements du projet sont sur la bonne voie. Le coût total serait réalisé en partenariat 60-40% avec le public privé, s'étend sur une superficie globale de 3000 hectares, dont 1000 hectares pour le seul port et le reste pour la zone économique et logistique, avec une profondeur de 19 mètres. Il est prévu que les deux phases du port devront être prêtes d'ici 2030. La première phase s'étendra sur 3 ans, début des travaux en 2022, et le reste sera au bout de 5 ans, selon l'agenda établi, bien évidemment. La capacité du port à la fin des travaux de construction est prévue de 5 millions de conteneurs de 20 pieds et de 4 millions de tonnes pour le trafic de vrac. Ce port comprendra également un quai spécialisé dans le traitement des conteneurs dont la longueur est de 3600 mètres et un quai spécialisé pour les vracs avec une longueur de 1400 mètres. Ce pôle international de commerce et services est prévu un port
unique en son genre pour être le noyau d'une zone logistique intégrée rayonnant sur le littoral et le centre. Avec sa position géographique extraordinaire entre l'Europe et l'Afrique, c'est une locomotive au développement de la Tunisie. Permettra de connecter la Tunisie aux principaux hubs de transport de l'Est et de l'Ouest, pour assurer aussi le trafic de transbordement de conteneurs en Méditerranée centrale et occidentale. Toutefois, la bonne volonté de tous les acteurs, la réalisation de ce méga-projet sera un parmi les défis de l'industrie portuaire pour soutenir le développement économique dans toute la région. Les défis maintenant. Au fait, l'avenir de l'industrie portuaire en Afrique est confronté à certains défis pour développer des infrastructures portuaires modernes et de qualité enrichissantes pour le développement économique. Investissement dans l'organisation et la gouvernance, renforcement des investissements publics-privés, nouveaux ports au niveau des standards internationaux, digitalisation des activités, suppression des défis, d'étouffement et la définition d'un schéma de complémentarité permettra d'avancer et accélérer des mutations grâce au partenariat public-privé. C'est une proposition de meilleure pratique, je termine dans 2 minutes. Nous voyons qu'une seule pleine expansion où les gouvernements d'Afrique tentent de prendre des parts de marché et entre nouvelles installations et amélioration de l'existence. Parmi les meilleures pratiques, on peut citer la simplification des procédures, réforme et amélioration, gestion de flux, prise de rendez-vous, formalités administratives, la digitalisation des opérations portuaires, l'automatisation des processus, des infrastructures, des pratiques et de quais digitaux, durcir la politique de tarification du stockage dans le port et déploiement des solutions d'habilité. Et pour conclure, face à la conjoncture mondiale et surtout, notamment post-Covid, les incidents comme les dernières inondations qui ont frappé durement l'Afrique du Sud, les aspirations augmentent pour penser à un scénario d'investissement à gain rapide pour l'Afrique. De Tangimed à Djibouti, de grands progrès ont été accomplis dans l'efficacité des ports africains. Mais beaucoup reste encore à faire pour construire une infrastructure alignée avec la croissance du continent et qui répond à l'ampleur des opportunités et des défis que foisonne le continent, et notamment pour le renforcement des investissements de partenariats publics-privés et qui devraient être actifs pour un avenir meilleur. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Hassan. Merci de votre présentation. Voilà, on vient de voir les défis, les principales opportunités, aussi donc, les différents travaux de développement et aménagement de ports en Afrique. Et moi, j'ai une question pour vous, une question qui fait référence aux chambres de commerce. Voilà, quel est le rôle des chambres de commerce et d'industrie? Quel rôle peut jouer à l'heure de contribuer au processus de développement et de l'efficacité des ports en Afrique? Merci Louise. Au fait, les chambres de commerce jouent un rôle très important dans la promotion des activités économiques, dont je cite la présence aussi des chambres de commerce tunisiennes. Monsieur le président de la chambre de Sfax peut aussi nous répondre à cette question, et que nous jouons un rôle très très important où le secteur privé joue un rôle très important dans notamment l'encouragement et l'enforcement des liens de partenariat permettant de renforcer les investissements privés et publics. Et qu'on le dise franchement, on ne peut pas réussir sans l'effort du secteur privé ainsi que le soutien du gouvernement et surtout le secteur public pour réussir cette démarche qui va certainement donner ou instaurer un écosystème complémentaire. C'est primordial et tous les acteurs devraient être actifs pour réussir ce défi. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre réponse. I'm going to give the floor right now to our second speaker, Mr. Ali Tounsir. Ali Tounsir is the Secretary General of the Airport Council International,
for the Africa region, AC Africa, since 2009. He's engineered and he's been working in this field for more than 30 years. So Mr. Tunsi, the floor is yours. Thank you. Thank you, Luis. Bonjour tout le monde. Ma présentation va être en anglais, mais tout à l'heure, pour répondre aux questions, on peut parler français ou anglais. So, ladies and gentlemen, good morning. My intervention this morning will focus on the very important segment of transport and logistics, which is air cargo at airports. I will start by providing an overview of how the global air cargo landscape has evolved and reshaped with the pandemic, focusing then essential ingredient for successful cargo strategies and opportunities, and ending with the state of the air cargo markets in Africa. So, ladies and gentlemen, throughout the COVID-19 pandemic, the value of air cargo to airports, airlines, government, shippers, and consignors has become more evident in the response to the global crisis, but also through significant growth in e-commerce generated by government-imposed restrictions and lockdowns. Not only did the demand for cargo increase due to the change in the retail environment, but as the industry gradually moved into the recovery phase since the end of last year, it becomes vital for the pharmaceutical industry that rely on air transport for delivery of time-sensitive medical supplies, particularly vaccines. On the one hand, the airline business model has been forced to change overnight with the restrictions on passenger movement across borders. Thus, the previously available cargo capacity, in particularly belly capacity, has sustainably changed, therefore pushing the industry to rethink its strategies so as to be able to meet the demand. On the other hand, many airports with already well-established track records in cargo have managed to sustain on or even grow the cargo segment in their revenue stream to a certain extent. This has proven to be crucial in providing liquidity for the airport operator and, in some cases, even in ensuring the long-term survivability of these organizations. According to ACI, cargo traffic declined in 2020 by only 9%. So compared to a passenger demand shortfall of 64% in the same year, we can say that air cargo has clearly avoided the crisis. Yet, ladies and gentlemen, these statistics hide two major challenges. Firstly, while the global cargo growth returned to positive in December 2020 compared to 2019 levels, it has not been the case in all markets. Mainly, trade flows involving Asia Pacific, North America, and Europe have indeed started recovering from the historic depression. However, other regions are experiencing lagging recovery due to their reliance on belly capacity of aircrafts, mainly in Africa and the Middle East. Secondly, the recovery has been constrained by the availability of cargo capacity, whereas full freight aircraft utilization has significantly increased. It's not sufficiently offsetting the large loss of belly cargo capacity. Overall, ladies and gentlemen, cargo has proven once again that it is resilient, just as it withstood several crises over the last 50 years. The role that air cargo fulfilled during the pandemic has created a positive momentum. Coming out of the pandemic, as airports look to ensure long-term financial sustainability through the diversification of their revenue stream,
cargo has effectively become an important area to be explored. So in the light of the recent development, many airports are now asking how they can capitalize on cargo resilience. The answer is not easy, and it will probably depend on many circumstances. Some of these factors are not even within the airport control, which makes the process even more complex. There is, however, one consideration that applies to most airports. That's to say, developing cargo, ladies and gentlemen, takes time and efforts. On the positive side, with the newfound importance of air cargo, there is a willingness from aviation stakeholders to invest in or to contribute on its development. On the other side, the development of a clear, well-thought-out cargo strategy, including a cargo master plan, is essential to growing this segment of airports' portfolio. So as part of this strategy, it's critical to understand the market potential, the regulatory environment, as well as the operational needs for new or increased cargo operation. A clear cargo strategy will then help expand the airport's understanding of the current landscape and opportunity, as well as build a robust business plan for the future. So while quality infrastructure is certainly an advantage, there is a wide range of aspects that airport needs to manage to realize their cargo potential. So digitalization has been one of the most promising opportunities for the industry to increase transparency and reduce inefficiencies. As aviation faces an inconvenient challenge in the form of net zero environment, there is a need to chart the path for air cargo using the latest technology and industry-wide collaboration. So last but not least, network air connectivity will always remain among the top key criteria to develop cargo, which bring me, ladies and gentlemen, to my next slide on the air cargo landscape in Africa. So trade competitiveness in Africa has historically been weakened by high costs associated with a lack of reliable, secure, and efficient cross-border transport. This is why, ladies and gentlemen, the intra-Africa trade accounts only for 15% of the continent trade flows, compared to the 61% in Asia and 67% in Europe. So the African Continental Trade Free Area, or AFCFTA, an initiative of the African Union, aims to significantly accelerate growth of intra-Africa trade and use trade more efficiently as an engine of growth and sustainable development by doubling intra-Africa trade, strengthening Africa's common voice and policy space in global trade negotiation. Yes. So after a decade of discussion and negotiation, the African Continental Trade Area is operational since last year, or since January 2021, affording all African countries, except Eritrea, to trade under a single market. As one of the most secure, reliable, and fastest model of transport, aviation can effectively help reduce the risk and costs associated with intra-regional trade in Africa, while opening more trade lanes and opportunity to conduct business across the continent. So a number of African countries are investing in airport infrastructure and are positioning themselves to be among the leaders hub with the advent of the AFCFTA, whilst existing hubs such as Johannesburg, Nairobi, Addis Ababa, Casablanca,
Lagos and Cairo, to name a few, are consolidating their position as the leader on the continent. However, this investment needs to be linked to the economic growth for the region in which the airport operates. Thus, the discussion about depending local market through airports and industrial zone, or in the other words, special economic zone, or ZES, makes sense, including the setting up of free port area annexed to airports. So the free zones are present in 38 of 54 African countries, with the highest number of free zones in Kenya, and with South Africa, Egypt, and Nigeria having the most well-developed free zone. The free zones must be extended to all African countries for the intra-Africa trade to flourish and thus provide the necessary boost for the Africa free trade area. So, to conclude, in conclusion, ladies and gentlemen, airports are vital gears in the aviation ecosystem and are important engines for economic growth, wealth creation, and employment for Africa, which, with so much potential growth ahead of it, is potentially the continent of the future. However, as key as airports are for aviation recovery and the future development, they cannot drive change alone. It's therefore essential that the industry and all aviation stakeholders, including government, work together to build a better future. If everyone works together and looks in the one direction, the industry will lay the foundation of a durable recovery and address the hurdles which exist prior to the COVID-19 to ensure that the air transport industry can deliver the economic and social benefits to the community that they serve in durable and sustainable manner. Ladies and gentlemen, to summarize, African Leads initiative by the African Union, such as the Single African Air Transport Market, or SATAM, the African Continental Free Trade Area, and the free movement of person protocols are without doubt the way forward and will certainly bring much needed hope for the economic sustainability and prosperity of the continent. So on these notes, ladies and gentlemen, thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Ali Tounsi, for your presentation, for explaining the situation of cargo in Africa, as well as the African Continental Free Trade Area insights and perspectives for the continent. I will just give the floor to the next speaker and just make the questions in the end. Okay? So I give the floor to Madame Naima Zamoum, Business Development Manager in Africa Trade Line Civil Logistics. The floor is yours. Thank you. Je passe par là. Petite anecdote pour commencer. Il y a quelques jours, pendant la pause déjeuner, on était avec les collègues et on a vu trois jeunes personnes qui étaient dans la rue avec deux grands cadres avec des dimensions de 2 mètres sur 1,80 m. Et ils avançaient dans la route, on les regardait, on se posait la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se dirigent vers une petite voiture, petite comme celle-là. Et une fois ils arrivent, ils ouvrent les portes, ils essaient de mettre les cadres dans la voiture. Ça ne marche pas. Ils ouvrent la malle, ils essaient de mettre les cadres, ça ne marche pas non plus. Donc nous, on se dit, ils ont 2 choix. Ou ils repartent avec les cadres parce que impossible de faire rentrer ces cadres-là, ou ils les plient et puis ça va, ils vont transporter les cadres en mauvais état. Donc conclusion, ils repartent à pied parce que l'opération n'était pas possible. Donc, c'est pour dire que dans la vie de tous les jours, on a besoin de logistique, que ce soit pour la vie privée ou pour les professionnels.
Et du coup, donc, pour ce faire, il faut faire appel à des spécialistes de la logistique qui ont toujours la solution. L'Afrique. Je suis originaire d'Algérie, donc du nord d'Afrique, et j'aimerais parler un peu d'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est un continent avec une richesse humaine, naturelle, géographique et démographique incroyable, avec une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 1,3 milliard d'habitants, ce qui représente 17,2% de la population mondiale. C'est 55 pays et c'est un marché à croissance rapide. Le Fonds monétaire international y prévoyait une croissance du PIB de 3,4% pour 2021. En 2100, l'Afrique comptera plus de 4 milliards d'habitants, ce qui représentera 36% de la population mondiale. Et ça devrait générer environ 20 millions d'emplois. Ces derniers temps, vous avez dû entendre parler beaucoup de l'Afrique et du boom économique. Donc, pour vous dire, en 2012, l'Afrique a lancé un pacte commercial ambitieux qui s'appelle la zone de libre-échange continentale africaine et qui vise à former la plus grande zone de libre-échange du monde, en connectant près de 1,3 milliard de personnes dans 54 pays africains. L'accord prévoit d'abord la libre circulation des personnes et la suppression des droits de douane pour 90% des positions tarifaires sur 5 ans pour les pays développés et sur 10 ans pour les pays en voie de développement. L'accord vise aussi à créer un marché unique des biens et des services afin d'approfondir l'intégration économique de l'Afrique et pourrait avoir un PIB combiné d'environ 3 400 milliards de dollars. Mais la réalisation de son plein potentiel dépend d'importantes réformes politiques et de mesures de facilitation des échanges dans les pays africains signataires. Finalement, l'accord a été négocié par l'Union africaine, par 44 pays des 55 membres, au Rwanda en 2018. Et en 2022, 41 des 54 signataires avaient déposé leur instrument de ratification auprès du président de la Commission de l'Union africaine, faisant d'eux des États parties de l'accord. Qui sont les acteurs les plus actifs et ceux qui pourront porter à bon port la croissance de l'Afrique dans les années à venir? Désormais, ça va être la logistique et les infrastructures qui vont avec. Seva Logistique a une présence historique en Afrique à travers son activité maritime qui a été lancée en 1999. Nous avons lancé notre service logistique en Afrique du Sud et en Angola en 2006 avec 4 bureaux et 4 bureaux frontaliers. Depuis 2020, nous avons multiplié par 5 notre croissance avec pour mission d'être un freight forwarder leader d'ici 2025. Le groupe a réalisé des investissements importants en infrastructures modernes et a développé des solutions logistiques innovantes et performantes. Dans certaines régions, l'infrastructure routière est un défi, mais les défis créent aussi des opportunités. Ils nous permettent de développer des partenariats avec des fournisseurs locaux très capables de s'adapter aux conditions locales et disposant déjà de solutions testées et approuvées. Donc, c'est grâce au partage des connaissances, nous développons des moyens encore meilleurs pour faire avancer les choses, ce qui fait de nous un partenaire pertinent au niveau local, axé sur les solutions. Et sur une note positive, plusieurs nouveaux services ferroviaires ont démarré au cours des derniers mois, dans la région de l'Afrique australe, avec le Zimbabwe et la Zambie enclavée. Notre stratégie, la stratégie de Seva, est portée sur l'acquisition et le partenariat avec les sociétés locales, privées et publiques, comme fut le cas pour AMI Worldwide et Manica, fournisseurs de solutions logistiques de référence en Afrique, qui offrent des connexions avec l'Inde, le Moyen-Orient, la Chine principalement, et qui ont apporté au groupe 100 ans d'expérience. MACFA, créé en 1994 en Éthiopie et existe aussi en Mauritanie, est en mesure de fournir une gamme complète de services
logistique pour répondre à la croissance rapide des marchés et de la vente au détail des biens de consommation. On a aussi un partenariat avec IBA Freight Forwarder qui a renforcé nos présences en Égypte. Et pour le Maroc, nous avons finalisé l'acquisition d'Asti Logistique. En 2021, nous avons 215 mètres carrés de magasins répartis sur 38 sites avec des camions dédiés. Nous avons réalisé environ 95 000 dédouanements. Nous avons aussi une présence directe dans les 8 principaux hubs aériens. Nous transportons quotidiennement du fret aérien, même de l'Alaska au Zanzibar. Vous pouvez compter sur nous. Nos équipes d'experts en fret aérien garantissent des solutions rapides et fiables en toutes circonstances. Au plus fort de la crise planétaire, le Covid-19, Seva Logistique a pu organiser plusieurs ponts aériens internationaux représentant plus de 280 vols affrétés pour répondre aux besoins urgents de diverses industries et gouvernements. Depuis l'année dernière, on est présent dans 40 pays africains, donc sur 55 pays. Donc, dans les 7 zones économiques contrôlées par 6 corridors, donc on est au nord, on est à l'ouest, à l'est, Centrafrique, Horn et Zambezi-Zone. Nous couvrons tout le continent africain avec une solution logistique intelligente. En définitive, nous chargeons 1,3 milliard de tonnes par an, dont le plus gros par voie maritime à travers de 49 ports avec un large service rail, route sur plusieurs pays d'Afrique. Nos devises, c'est l'excellence. En tant que leader de notre secteur, on est en perpétuelle quête d'excellence, une excellence opérationnelle, respectueuse de l'environnement et au service de nos clients, fournisseurs et collaborateurs. Elle représente une ligne de conduite pour chacun et constitue un objectif pour notre groupe. L'exemplarité du fait de sa taille, de sa présence mondiale et de son rôle clé dans le fonctionnement de l'économie mondiale, le groupe et l'ensemble de ses collaborateurs doivent se montrer exemplaires. Cela se manifeste dans nos comportements quotidiens et dans nos choix stratégiques. L'imagination, dans un monde qui évolue très vite, empreinte de multiples défis, la capacité à se réinventer et à réfléchir en dehors des sentiers battus est essentielle pour continuer à se développer de façon durable. Une imagination qui doit être synonyme d'ouverture d'esprit et d'acceptation de la différence. L'audace est une valeur historique de notre groupe. Elle est intrinsèquement liée à notre culture, à notre passion et à notre savoir-faire entrepreneurial. L'audace est fondamentale pour poursuivre notre développement et nous aide à surmonter chaque obstacle et à dépasser nos limites sans se satisfaire de l'existant. Je partage avec vous quelques success stories et nous en avons beaucoup, donc je peux citer juste quelques-uns. Donc, le cas de Nottingham Estate, qui est une grande ferme d'oranges située au Zimbabwe, qui exporte plus de 200 000 tonnes d'agrumes chaque année. Et ils ont une projection future de 800 000 tonnes d'ici 2023. Le challenge était, ils utilisaient un nombre élevé de transporteurs, donc de camions, et puis ils n'avaient pas le contrôle sur ça. Ils avaient l'impossibilité de négocier les tarifs, d'avoir des tarifs compétitifs sur le marché. Pas de visibilité, beaucoup de temps passé à essayer de trouver les transporteurs dignes de confiance à chaque saison d'agrumes. Les risques élevés de ne pas pouvoir trouver un grand nombre aussi de transporteurs que je viens de dire et faire passer les agrumes à la frontière en temps d'exportation, pour l'exportation. Donc la solution apportée par Seva, un point de contact unique donc, avec le client, efficace pour le transport multimodal pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, donc route, rail et océan, utilisant plus de 90 camions chaque semaine pendant la saison des agrumes. La solution de gestion des transports qui ouvre une visibilité claire du point de collecte au Zimbabwe
de l'autre côté de la frontière avec l'Afrique du Sud jusqu'au port de départ. Le coût de transport est réduit grâce aux économies d'échelle et au réseau solide de transportation de transporteurs fiables. Une autre solution, nous fournissons l'intégrité du produit requis pour le produit frais de qualité adapté à l'exportation vers les marchés internationaux depuis l'Afrique du Sud. Aussi, nous avons réussi à réduire les frictions grâce à la mise en œuvre d'un système e-pod convivial facilement accessible par le client, où chaque transporteur télécharge facilement le bon de livraison. Donc le résultat, c'est l'efficacité maximisée en mettant en œuvre des systèmes technologiques permettant à notre client d'économiser plus de 60 heures de temps de contact direct. Le rail chaîne du froid rendu possible en 6 heures après le chargement. Auparavant, c'était 5 jours. Cela a considérablement amélioré le chiffre d'affaires en augmentant la quantité d'agrumes répondant aux normes internationales d'exportation. La collaboration via la ligne maritime du groupe et d'autres collaborateurs permet de déplacer plus de grandes quantités d'agrumes par rail, réduisant le temps que les agrumes passent dans la chaleur estivale, augmentant ainsi considérablement le pourcentage des produits viables aptes à l'exportation. Et pour conclure, donc, la logistique constitue la passerelle entre les continents et entre les gens, et c'est un pilier solide et incontournable pour la croissance de l'économie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Naïma Zamoum, de votre présentation. Merci pour nous raconter toutes ces possibilités immenses de l'Afrique, aussi les défis, et en plus pour l'histoire de culture, stratégie, positionnement de SIVA dans les continents, et voilà, et votre bonne pratique. Merci beaucoup. Je passe les mots au prochain speaker, c'est M. Mowley Aden. Mowley Aden, he's a person with a large experience, and he's General Director of Djibouti Ports. And please, I give you the floor, Mr. Mowley Aden. Good morning, ladies and gentlemen. Let me correct you. I'm the advisor to the Port Authority. I'm not the general manager. So that gives me a bit of leverage of what I can say as an advisor. Thankfully, yes, I've been on both sides of the coin. I've been on the private operator, working for DP World for a couple of years, and then now on the Port Authority side. So for my presentation, I completely left out the Port of Djibouti for a simple reason that I'm going to try to be as an African model, how the Port of Africa can be a model of integration. It doesn't take away that, as my colleague said, that Djibouti has been able to achieve a greater score for the last 3-4 years and establish itself as being one of the key logistic hubs in the Horn of Africa. So the roles of ports and logistics in the African integration model, I think it's probably the key in the whole AFTA. AFTA is becoming, how do I call it, the emerging opportunity for everyone, for the Africans, but also for anyone who wants to invest. So the outline is trade and trade costs in Africa, development of ports and logistics in Africa, the reform and the regulatory framework of African ports and logistics chain, how we connect the ports to the market, then improve the integration, and finally my personal conclusion. So the key observation has been the high transaction costs in ports and the logistics service have contributed substantially to the overall trade costs. Most of the African countries have outdated low capacity port facilities except the big hubs that my colleague has actually talked about. And sometimes it is impossible to create the economy of scales. The private sector's involvement has been increasing, but not at the pace and the speed that we would like to. The import and the export mainly, which will be generating more revenue, remain cumbersome and require better coordination between border agencies, customs, immigration, and countries. And there's a bottleneck in Africa, creating higher cost and impeding the linkage to the hinterlands. So we all agree that the trade costs in Africa are high. And that contributes, for example, that with Africa, we have more exports driven in bulk, and we have resource driven, and the imports are counterized. So technically, you have an imbalance, creating a high cost.
We have a poor infrastructure, which is also the cause of the high trade cost. According to some research I've did, 60% of the costs of poor infrastructure is managed by landlocked countries, and it costs 40% for coastal lines. And I can talk about Djibouti. We've been involved in reviewing the roads opportunity, the road infrastructure to increase how do you call it, the excellent service that we need to provide to Ethiopia, and it has required a huge amount of investment. And if we try to visualize this, the extra charges are actually impacting the African and the developing country itself. So according to the UNCTAD, the cost of transportation vary across, but it has impacted mainly on the developing countries. And Africa do have a huge amount of developing countries compared to developed countries. So over the last 2 decades, the amount of cargo transiting through Africa has tripled, but containerization is still very low, and the inland transportation linkage remain weak, and hubs are yet to be developed. So the logistic costs of the EESA, for example, there was a research I was involved. These barriers cost the EESA countries 1.7 and 2% of the GDPs. And if we project that to the African trade model, you're talking that every country is being impacted of the lack of hubs and efficient ports. The low productivity and efficiency are still issue for African ports. Most of the African countries do not have the third generation capability to handle this ever-increasing size of ships. So consequently, we have the congestions, we have the bird productivity issues, but we also have some notable exceptions. Morocco, Port Said, Djibouti have managed to be on the top 50. But we still have countries like Nigeria, Sudan, Tanzania, who are actually suffering because of the dwell time, because of the productivity, which will not improve the integration, because we need efficiency movement of cargoes within Africa to be able to achieve the integration model of the African trade. But there's also some structural issues. The unbalanced trade shipments is as high as 80 to 100% of containers come back empty when they get delivered. I worked in Algeria, and we've seen that. So basically, we have an efficiency where Africa imports, but the export comes back empty. So that added cost is inflicted on the African importers. The lack of competition. Africa still have less than 1% of the world fleet. And we also have the more integration of the shipping companies, as we did with the 3 alliances that are actually running the world, which make it a difficult environment for the African ports and logistic hubs to be able to compete and become very efficient. It doesn't mean that Africa is not moving. The investment has happened, and it has happened in a way that has been much more quicker than we expected. And the opportunity is, it has created corridors and logistical hubs. And in this case, I've tried to get the 4 biggest ones. And if you start from the north, you have the TEN-G Agadir model of the corridors. Then you have on the eastern part, the Djibouti Addis, which has been probably the most advanced in terms of integration between Djibouti and Ethiopia in managing an integrated model. On the western part, you have the Abidjan-Lagos corridor, which is more than 1,000 kilometers. And finally, the busiest one is the southern part, which we have the Durban-Lubumbashi corridor. So Africa is moving. For example, I will take the Djibouti model, where we have the Djibouti International Free Trade Zone with 4,800 hectares. Thankfully, not all have been developed, but we have 3 hectares have been developed so far. But eventually, the aim is to create the biggest and largest free trade zone in Africa. But we need to do more. We need to link ports and logistics hubs to the hinterland. And this card is probably the ideal, the visionary part of the Africa trade model, where you have hubs, discharging ports, you have trains, you have roads, and then you have hubs within Africa. So the hinterland is covered, the coastal areas are covered, so then Africa can benefit from the integration itself. More importantly, we need to reform. We need to reform the framework for the African and the port logistical sector. One of the most promising avenues for greater integration and efficiency enhancing reform is deregulating. For someone who has worked in the port industry for 15 years,
Africa is moving to privatizing its ports. But I think we've still got half of the countries in Africa who are running the ports themselves. So deregulating, allowing the private to come and invest, modeling up the PPPs is the way forward. But we also need to have the risk and the regulation balance to be able to have the maximum achievement for both the country as the agencies of the state and the private investor. And then we need the coordination among agencies to improve integration, custom integration, agricultural agencies who everyone recognize. If we're going to be trading within ourselves, we need those agencies to be able to recognize each one, the competencies and the certifications. Finally, my conclusions will be the port logistical facilities, such as roads, rails, require a huge amount of investment, which offers an opportunity for the PPP. We need to improve the inlet connection call for support for the regional integration. But because we all talked about digitalizations, we need the hard and soft infrastructure to be able to go hand in hand to improve the African trade. One-stop shops, the port community systems, that can all serve all stakeholders are complementary and improve integration. And finally, the importance of sound regulation, logistical hub necessitates building efforts, so education, talent, and giving the best African people the African opportunities, I think is the way forward for a better integrated Africa. And with that, thank you. Thank you very much, Mr. Moliazen. I think it was a great presentation. And I like this idea of deregulation and the importance of PPPs. I guess that we will be able to find the right place and the balance between the public and the private. And I'm going to give the floor to our next speaker, Mr. Ala Aes. Ala Aes is Secretary General of the Union of African Chambers. He's also a member of FASCAMI and many other organizations. So please take the floor. Good morning, everybody. It's really a pleasure to be with you here in SIL. And I think this is, I'd never missed the SIL until today. So, and like my dear friend said, deregulation. I think this is the core and the key to whatever we're doing. What I'll be talking about is taking you through a marathon to understand where African ports and African logistics comes from, because who doesn't learn from his history has no future. So bear with me in the first part of the presentation, which would be more historical. It's going in the wrong direction. So let's take first the evolution of our trade ports, trade routes, and how did it go. Back in Africa, over 7,000 years ago, people were starting to move all around, shaped by reason, ethics, and so forth. But the gregarian instinct started clustering them, language acquisition, and primitive agriculture, manufacturing started, and here is where they had what to trade with, and this is where trade evolved. And they were moving left, right, and forth. Some settled, some grew later on to become towns, some real cities around maybe 5,000 years ago in Mesopotamia and in Egypt. And then came agriculture, where trade that we're witnessing today, trade in food, is the key of what's happening all around the world. And manufacturing and industry started, where smelting as well as manufacturing started carrying on. Then whether it is trade or war, which is again what we're witnessing 2022, routes were created. And every now and then, like war, like trade, it sparked creating different routes all around the region. People started traveling first on land, and then when land dried off, as well as it proved to be a little bit expensive and very slow, they started using other modes. So around 7,000 years ago, the first ships were created, and along them started trading, crossing our Mediterranean, where Africa started doing business with what's known today as the European Union. And along with it, the first ports were created, and the ships started developing. And the famous question, is it cities that created ports or ports that created cities? At the moment, this is irrelevant, because with growing trade, started having major hub ports, like you mentioned. And what's more important is these hub ports, to serve
the ever-growing trade, they had to have a hinterland. And then trade routes started going east, west, north, south, with multi-modular transport, and then expanded to the rest of the world. And where we had in the Mediterranean, the key port, actually the #1 in North Africa is Alexandria. It's been forgotten by all the previous speakers. And I will not go through the historical trade routes that formed colonization. However, these port cities created us, people who are open-minded, people who are dealing together, people who are wanting to do something to increase their cooperation with the rest of the world. And then came the trade routes that we're witnessing today. And Africa was the key to these trade routes. And these trade routes did not cross seas only. We had historically trade routes that today we're building, like was mentioned, Alexandria, Cape Town superhighway. All the superhighways we're talking about were originally historic trade routes that promoted our inter-African trade. And Africa had a lot to offer to the world, which is raw materials of all types. However, manufacturing is the future of Africa to inter-trade as well as promote its external trade. And this is what brought us to the multi-modular ports of today, where we're linking ports with superhighways, with railways, with airlines. So the whole panel started integrating and working together. And I will not repeat what was said, but we're linking all these multi-modular transport where we're creating hub ports all around Africa. But we have a major problem in our hub ports. Our hub ports have, on the average, 80% catering to hinterland and 20% transshipment. And this is the opposite of any hub port in the world, where you have 80% transshipment and 20% hinterland. And this created the need for deregularization, because as a port operator, if 80% of my revenue is coming anyway because it's entering whether to my country or to my hinterland neighboring countries, I don't care about cost. I don't care about upgrading my operational system. I don't care about anything. The remaining 20% of transshipment actually is coming also because there is no better option. So I'm not trying to be a real hub port. And this is point #1 we have to work on. We have to work that our hub ports become true hub ports according to international standards. And these hub ports should cater to inland Africa, especially the golden opportunity, the landlocked countries, the ones who really need to be linked to these ports. And thanks to the multi-modular port cities of today, we did not agree in Africa who is the hub port. Everyone is trying to create ports and saying this is a hub port. We need to replicate what is happening in the European Union. They created key hub ports, and then under the Motorways of the Sea program, we started linking them to smaller ports, hence catering all around the continent. We proposed a program to the European Union to cluster and create the Motorways of the Sea of Africa using the know-how of the EU. Unfortunately, out of the top 100 ports in the world, we have only 5 in Africa. And this is a shame, actually, and this is something we need to start working on to increase and upgrade. I will not go through what has been mentioned, but it's the same ports that everyone is talking about. And unfortunately, still, they are not true hub ports according to international standards. However, there is a glimpse of future. Tanzania is expecting to have the largest port in Africa, and with major Egyptian investment, where we had the new logistic center and industrial center created there, as well as creating the electricity supply that's required. The challenge, it is the operation. It is being able to meet the next generation of supercargo and super tankers, where the ports can really discharge and unload efficiently at low cost, very fast, and not only down to the port, but what's being done only in Alexandria at the moment, which is downloading to barrages that are extension of the port, hence increasing the efficiency of operation. If you look at this map of condensed shipping routes that are existing worldwide for ships bigger than 10,000 GT,
you'll find that you have very few hub ports in Africa and very few yellow lines passing, even touching Africa. Africa today is calling upon its share, and the growth of sea trade in Africa is increasing, and by international standards, the construction boom that we're witnessing throughout all of Africa with major multi-billion projects is creating the real market and the needs for Africa. I'll just give you a quick example, the Suez Canal corridor. 60% of the world containerized trade is passing through the Suez Canal, but we're just waving at it and like a conductor getting tickets for them passing. They do not stop for transshipment, they do not stop for value-added trade and manufacturing, and this is what we should create in our hub ports, hinterland that is attractive like the Zona Franca we see here in Barcelona. I will not dwell a lot upon what has been done in the Suez Canal, but two things I have to highlight. You can see the presentation later on and see all the opportunities, but there are two key elements. This is where he was one of the key players that created the old Sokhna port, and this is the Sokhna port a year ago. This is our master plan 2050, so you see the future we're looking at. We reached 2040 today. This is Port Said today, and this is the master plan for Port Said 2050. And we already passed 2050 master plan, and now we're preparing on a second master plan. And this is what we need to do for having in Africa real, true potential, where we need to have small ports ready to receive these daughter ships that are crossing. We need to have true hub ports doing transshipment to the daughter ports, and we need huge investments where private sector has to be the operator, government has to go back to its major role, which is being a regulator, and we should not be just simple spectators watching the process. We should lobby and advocate to ensure that. And there are so many contracts that are going on at the moment, whether inland, creating the true hinterland that's required, and most important, African ports are attractive investment opportunities, not only because it is a business opportunity, but unlike lots of other parts of the world, you have history, tradition, it's nice places to live in, hospitable people, you don't like them, you have a huge expat community to mingle with, not to mention a pleasant climate all year round. And let me close using a piece of ancient Egyptian wisdom: rig your boat, travel near and far, look for a wise partner, knock his door, seek his knowledge, welcome in your home. This is how your people will prosper. This was said 4,500 years ago by King Amenhotep to the head of his commercial fleet, the first to open a trade route to what's known today as the European Union. And in the same spirit, we all, the whole panel, is coming, knocking your door, seeking your knowledge, and welcoming you in our home, Africa. Thank you all. Thank you very much, Ala, for the presentation and for this nice presentation about the evolution of Africa ports and trade routes, and also for explaining this issue of the hub ports and the multimodular linkages. I'm just going to give the floor to someone I think is just waiting for us online. It's Mr. Aziz Rabat. He's a cargo former Minister of Transport, Equipment and Logistics of Morocco, and I'm just giving the floor to Mr. Rabat. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, on vous entend. Ok. Merci beaucoup pour votre invitation. Malheureusement, je n'ai pas pu être parmi vous, mais disons que la technologie aujourd'hui nous permet d'être tous ensemble d'une manière hybride. Et je crois que c'est un peu cette logique dans les années à venir, vu les enjeux, les aléas, les contraintes. On est en train d'entendre vers une vie hybride qui est limite entre le présentiel et le virtuel. Et ça permettra bien sûr d'échanger, de coopérer, de collaborer et de même mener des partenariats stratégiques. Alors, très brièvement, j'essaie de, comment dirais-je, quelques enseignements concernant cette question de logistique en Afrique. J'ai eu l'occasion de piloter un grand congrès en 2015 au Maroc, auquel ont participé plusieurs ministres et décideurs africains. C'était le 4, le congrès africain de transport et de logistique. Et la question qui a été posée
pour la question principale qui a été au cœur du débat, c'était comment peut-on améliorer la logistique en Afrique et plus particulièrement les plateformes régionales qui permettent bien sûr à l'économie africaine, les économies régionales et même les économies nationales d'avoir, si vous voulez, accès au marché africain, mais bien sûr accès au marché international et comment, bien sûr, l'Afrique peut s'approvisionner au moindre coût. Quelques constats. Aujourd'hui, la logistique en Afrique est beaucoup plus chère comparativement à d'autres continents. Les études ont montré que nous, on paie à peu près 200% donc le coût de la logistique et ça handicape le commerce africain et même l'investissement en Afrique. L'Afrique aujourd'hui est en chantier. On vient d'écouter pas mal de citations qui concernent donc les infrastructures, mais sans oublier bien sûr les chantiers en termes industriels, les chantiers dans le domaine de l'agriculture, les chantiers en termes de l'urbanisation. Donc l'Afrique est totalement en chantier, ce qui nécessite bien sûr d'avoir des réponses logistiques adéquates. L'Afrique est considérée aujourd'hui comme la ferme du monde. Il y a une citation qui mérite une attention particulière. La Chine est l'usine du monde, l'Afrique est la ferme du monde. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est la ferme du monde qui permettra bien sûr d'approvisionner le monde par tout ce dont on a besoin dans l'agroalimentaire, mais bien sûr, dans les décennies à venir, et on vient de le voir, on peut être aussi l'usine du monde, sachant que nous avons la matière première. Et ça, c'est un autre constat, c'est qu'aujourd'hui, la matière première et surtout les mines sont en exploitation croissante et qui méritent une attention particulière pour revoir le modèle de l'exploitation brute vers la valeur ajoutée. La logistique mutualisée est insuffisante. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des logistiques mutualisées entre les pays, ce qu'on appelle les plateformes logistiques, les couloirs logistiques ou autres formes de logistique qui permettent à tous les pays de partager les mêmes solutions et éviter, si vous voulez, les cloisonnements. Et finalement, aujourd'hui, l'énergie, c'est un constat. Il y a une forte demande et il y a aussi une croissance phénoménale en termes d'investissement dans le domaine de l'énergie, qu'elle soit fossile ou renouvelable. Disons que l'énergie aujourd'hui s'impose dans le continent africain et s'impose aujourd'hui à l'échelle internationale. Et l'Afrique va devenir dans les années à venir une source énergétique pour l'économie mondiale. Les grands enjeux, les grands chantiers auxquels il faut qu'on y réfléchisse. Aujourd'hui, on a besoin de revoir notre logistique maritime. C'est vrai, on a des dizaines de ports en cours de construction. Certains sont disons, aux standards internationaux, d'autres permettent le cabotage africain. Mais on a besoin, à côté des infrastructures portuaires, réfléchir aux solutions maritimes. Quand on voit aujourd'hui le manque concernant le cabotage maritime en Afrique, ça mérite une attention particulière. Les couloirs routiers, on a énormément de couloirs, ce qui a été évoqué par certaines présentations, les corridors, mais les couloirs routiers, je crois, ont besoin aujourd'hui d'être revus, surtout revoir le cadre de partenariat entre les pays pour qu'on puisse avoir des couloirs qui profitent à tous les pays qui sont concernés. Ajouter à ça, bien sûr, les réseaux ferroviaires et les plateformes nationales et régionales. Aujourd'hui, quand on voit un couloir qui part du Maroc jusqu'au dernier pays qu'on a atteint, ou bien de l'Algérie ou de l'Égypte ou du Nigeria vers un autre pays. Donc c'est un couloir qui, bien sûr, qu'il faut mettre en place, c'est une infrastructure, mais tout au long de cette infrastructure, on a besoin d'avoir des plateformes logistiques qui permettent bien sûr à ce couloir d'être profitable, pas uniquement pour faire rouler les véhicules, mais au-delà de ça, pour permettre des solutions logistiques aux différents produits qu'on accueille ou bien des produits qu'on veut acheminer au marché international. Le cargo aérien, malheureusement, c'est un manque à gagner aujourd'hui au niveau africain et ça mérite une attention particulière parce qu'il y a certains produits qui ont besoin d'être véhiculés, qui ont besoin d'être acheminés en courte durée, mais et qui sont très sensibles et je crois que on ne fait pas attention à ce type de logistique qui est aujourd'hui en croissance à l'échelle mondiale et la demande en la matière en Afrique est très, très importante. Finalement, un autre chantier auquel il faut penser, ce qu'on appelle les bâtiments prêts à l'emploi. Aujourd'hui, quand on prend les budgets des différents ministères, j'évoque par exemple le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, on met beaucoup d'argent dans le bâtiment, mais on oublie de mettre beaucoup d'argent dans tout ce qui est ressources humaines, dans tout ce qui est contenu, dans tout ce qui est skills. Je crois il est temps, comme ce qui a été fait dans certains pays
dans d'autres pays, c'est que le bâtiment ne doit pas être si vous voulez, le souci principal pour ces différents secteurs. Donc, je crois que c'est le contenu, les ressources humaines qui doivent primer par rapport aux bâtiments. Donc, il y a une tendance à réfléchir à ce qu'on appelle les bâtiments, surtout à les bâtiments prêts à l'emploi, et ça peut concerner même l'industrie. On évoquera ça. Les secteurs prioritaires, d'après mon expérience en tant que ministre de Transport, Logistique, Infrastructure, mais aussi en tant que ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. J'ai passé 10 ans dans le gouvernement marocain et j'ai pu tirer quelques conclusions. Je crois que le premier secteur concerné, c'est l'agroalimentaire. Aujourd'hui, pas mal de pays africains mettent l'agriculture comme le premier secteur prioritaire. Si on prend par exemple aujourd'hui le Nigeria, qui a aujourd'hui décidé d'avoir le New Deal nigérian, qui a décidé aujourd'hui de faire de l'agriculture le premier secteur prioritaire. Et je crois que c'est le cas même dans presque tous les pays africains. Ça devient le cas même à l'échelle mondiale, sachant qu'aujourd'hui, il y a un phénomène dont nous avons besoin de l'analyser. C'est le phénomène aujourd'hui d'avoir un marché ouvert, un marché accessible, donc pour qu'on puisse nourrir la population mondiale. Donc l'agroalimentaire, c'est un secteur prioritaire pour lequel il faut avoir des solutions logistiques adaptées. On n'a pas le temps de détailler, mais on aura besoin de toutes les solutions logistiques, de l'approvisionnement de la matière dont on a besoin pour faire l'agriculture, que ce soit les engrais ou les semences ou autres, jusqu'à, disons, au acheminement des produits finaux au marché concerné, qu'ils soient nationaux, régionaux ou marché international. L'industrie aujourd'hui, on a pas mal de zones industrielles en cours de construction, mais malheureusement, on a peu de logistique industrielle qui est proposée. Aujourd'hui, l'industriel a besoin donc de mettre son argent, son capital, son financement et son effort dans tout ce qui est technologie et machines et ressources humaines, au lieu qu'il s'occupe donc des bâtiments, qu'il s'occupe donc de la construction. Et je crois aujourd'hui, il y a quelques expériences dans certains pays africains qui commencent à développer ce qu'on appelle la logistique industrielle et qui permettent bien sûr à l'investisseur de se concentrer sur la production au lieu de se soucier donc des effets secondaires. Il y a les mines, comme j'ai dit, que c'est l'Afrique est la ferme du monde, mais aussi c'est la ressource minière du monde, sachant qu'aujourd'hui il y a une course très très critique entre les pays aujourd'hui qui sont en train de développer leur industrie, leur technologie, qui sont en quête de nouvelles mines et surtout ce qu'on appelle les mines stratégiques. Et qui dit mines stratégiques, c'est les mines pour l'industrie 4.0 et bien sûr on verra les autres, l'industrie 5.0, mais aussi les mines dont on a besoin pour les technologies énergétiques et les technologies digitales. Donc, et l'Afrique aujourd'hui regorge de potentialités minières et on a pas mal de chantiers qui ont besoin aujourd'hui. Donc, le secteur minier, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres événements, a besoin d'une autre vision africaine en se basant sur le code africain qui a été développé dernièrement, mais bien sûr en essayant de partir, comme j'ai dit, de l'exploitation brute vers l'exploitation vers la valeur ajoutée, mais on a besoin aujourd'hui de revoir donc les chantiers miniers en offrant donc aux différentes occupations une logistique adaptée, sans oublier aujourd'hui que la taxe carbone on va nous obliger à avoir des solutions qui sont clean et qui sont propres, d'où la nécessité d'avoir de la logistique adaptée à cette nouvelle exploitation minière dont on a besoin pour le marché international. L'énergie, il y a les énergies renouvelables qui ont besoin de la logistique, toute logistique confondue, mais aussi l'énergie fossile. Et aujourd'hui, ça a été démontré qu'on a besoin des plateformes de stockage pour qu'on puisse éviter les conflits entre les régions et les conflits dans les régions qui ont fait aujourd'hui qu'on a on a du mal à accéder à l'énergie, on a du mal à avoir l'énergie à des prix acceptables. Donc, il faut développer davantage la solution énergétique et je crois que certains États africains peuvent être des plateformes énergétiques stratégiques qui permettent de sécuriser, si vous voulez, l'approvisionnement du marché mondial par l'énergie dont on a besoin. L'économie sociale qui flambe aujourd'hui en Afrique et qui concerne des centaines de millions de la population africaine. Et cette économie sociale a été laissée donc sans qu'on puisse l'offrir une logistique adaptée. On a laissé la population de développer son économie sociale, que ce soit dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans certaines activités, mais on n'a pas la logistique nécessaire pour accompagner, si vous voulez, cette population qui est concernée, mais on n'a pas aussi la logistique nécessaire pour qu'on puisse collecter
stocker, organiser donc les produits de l'économie sociale et l'acheminer vers le marché, qu'il soit national ou qu'il soit international. Finalement, la santé aujourd'hui, après la pandémie, devient aujourd'hui une propriété dans tous les pays africains, mais qui dit santé, bien sûr, c'est les services, les ressources humaines, les solutions adaptées donc dans nos hôpitaux, sans qu'on puisse se soucier, comme j'ai dit, de la logistique grande forme. C'est les grands hôpitaux qu'on est en train de construire. Je crois qu'on a intérêt à revoir, si vous voulez, la logistique de la santé, l'acheminement des médicaments, les hôpitaux, comment ils doivent être sur la base de PPP, comment peut-on avoir des bâtiments qui sont adaptés. Le Canada a une expérience extraordinaire. L'État, le gouvernement n'investit pas dans les bâtiments, mais il investit, si vous voulez, dans les solutions de la santé qui doivent être, comme j'ai dit, au niveau des attentes de la population. Finalement, on a peu évoqué le marché, le grand marché aujourd'hui croissant, c'est le marché de la classe moyenne. Aujourd'hui, la classe moyenne africaine, c'est autour de 600 millions de personnes. Je crois dans une décennie, on va dépasser les 800 millions de personnes. Quand on dit classe moyenne, c'est un ensemble de services, un ensemble de produits dont on a besoin. Et je crois pour acheminer ces services et ces produits donc, à cette classe moyenne, on a besoin de la logistique intelligente qui mixe entre le physique et le digital pour qu'on puisse répondre à la demande croissante liée à la croissance de la classe moyenne. Finalement, pour finir ma présentation, je peux dire que je suis tout à fait d'accord qu'il faut revoir le cadre d'investissement et le cadre de PPP. Et quand on parle du PPP, c'est comment garantir le service public, comment garantir l'accès à la population, à ces infrastructures, à ces plateformes logistiques, mais bien sûr, comment garantir, si vous voulez, la profitabilité des investissements. Donc, on a besoin d'un cadre d'investissement qui crée un équilibre entre le rôle de l'État, le rôle du privé et le service qui doit être développé pour les utilisateurs. Les ressources humaines, c'est un manque. On a fait une étude, nous au Maroc, et il y a d'autres études dans certains pays africains qui font qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe. C'est que beaucoup de chantiers, beaucoup d'investissements, mais on n'a pas aujourd'hui les ressources humaines qui permettent donc d'exploiter ces investissements, d'exploiter ces chantiers. Et ça, en ajoutant à ça cette fuite des ressources humaines vers des marchés très attractifs, donc on a besoin de faire attention à ne pas développer des infrastructures sans développer, si vous voulez, les compétences qui peuvent déployer ces infrastructures et ces plateformes logistiques dont on a besoin. Un autre facteur de succès, les corridors, les couloirs, les plateformes mutualisées, les solutions partagées, elles ont besoin d'être sécurisées. Nous avons beaucoup d'enjeux de sécurité en Afrique et je crois, si on peut avoir un African, si vous voulez, logistic deal, dans cet African logistic deal, on a besoin d'avoir un grand chapitre qui s'appelle la sécurisation des plateformes et des couloirs logistiques. On a besoin d'avoir ça parce qu'on ne peut pas aller investir des centaines et on peut parler, si on parle de 2030, 2040, c'est des milliers de milliards de dollars sans qu'on puisse investir sur la sécurité des couloirs et des plateformes logistiques. La régulation du marché qui permet bien sûr la profitabilité donc des investissements, mais bien sûr qui permettent aussi à l'accès à ces services à des coûts acceptables. Et finalement, les solutions digitales, quand on parle des solutions digitales, je crois que l'Afrique a besoin de la logistique télécom et propre à l'Afrique, bien sûr sur la base des partenariats entre les pays africains et des grands technologues, entre parenthèses, en télécom, en solutions digitales. Et c'est l'occasion, bien sûr, pour attirer des investissements en la matière, pour accompagner cette évolution logistique en Afrique et pour accompagner, bien sûr, cette croissance économique que connaît l'Afrique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Aziraba. Je vous remercie de votre réponse. Bon, maintenant, je voulais poser des questions. I want to make some questions to the different speakers. Je ne sais pas si parce que M. Rabat est connecté, je peux commencer par lui. Mais bien sûr. Si vous me permettez. Mais bien sûr. Okay. If you allow me to begin with Mr. Rabat. Okay. Donc, M. Rabat, j'ai une question pour vous. Cette question fait référence à une chose très importante que vous avez dit. Vous avez dit que pour la plupart des pays africains, aujourd'hui, le secteur agroalimentaire est le plus important. Peut-être il y a un an et demi, c'était la santé avec la Covid. Maintenant, c'est l'agroalimentaire pour la crise alimentaire. Et voilà, donc, vous avez dit aussi qu'il faudrait une logistique adéquate.
En attendant votre expérience comme ancien ministre du Transport du Maroc, est-ce que vous pourriez nous dire quelle serait cette logistique plus adéquate pour le secteur agroalimentaire? Quelles sont vos suggérences? Alors, quand on prend le secteur agroalimentaire aujourd'hui, commençons par la production. L'agriculture a besoin d'être accompagnée. C'est vrai, quand on prend les différents programmes africains, on a créé beaucoup d'incitations pour les agriculteurs. C'est bien. Mais on n'a pas développé, si vous voulez, aujourd'hui une logistique qui permette à cet agriculteur, à ce fermier, d'avoir accès à la matière première, d'avoir accès à la technologie dont on a besoin. On oblige l'agriculteur à acheter sa machine, on oblige l'agriculteur à aller chercher les semences, à aller chercher lui-même donc les fertilisants, ainsi de suite. Je crois qu'il est temps de réfléchir à une forme de logistique mutualisée pour qu'on puisse permettre à l'agriculteur d'avoir accès aux outils, aux équipements, aux technologies à moindre coût. Et c'est pourquoi moi je crois à ce qu'on appelle les centrales pour l'agriculteur. Donc les centrales, on peut trouver des machines, les centrales, on peut trouver les produits dont on a besoin pour l'agriculture. Donc ça, c'est la première, si vous voulez, la première composante qui concerne donc l'agriculture. Deuxième composante, c'est que la logistique d'accompagnement de l'agriculteur. Aujourd'hui, quelle est la différence aujourd'hui entre un agriculteur qui a un rendement intéressant et un agriculteur qui a un rendement, disons, moindre? C'est qu'on n'a pas un vrai accompagnement pour lui permettre, bien sûr, de bien cultiver sa terre, donc en utilisant les moyens les plus, entre parenthèses, pas uniquement les plus technologiques, mais disons les moyens les plus sophistiqués, les plus adéquats, parce que, je donne un exemple, le sol, quand on prend par exemple le sol marocain, même si on est dans une seule zone, un sol ne répond pas, donc à une parcelle ne ressemble pas à une autre parcelle. Donc, on a besoin d'avoir de vrais accompagnateurs. Par le passé, dans tous les pays africains, on avait ce qu'on appelle les conseillers agricoles. On avait ce qu'on appelait les accompagnateurs des agriculteurs. Et on a abandonné ce système, malheureusement. Et aujourd'hui, avec l'avancée des technologies, avec la nécessité de développer davantage l'agriculture pour qu'il soit plus rentable, on a besoin donc de développer ce système d'accompagnement, ce système de conseillers, ce système, si vous voulez, pendant la culture. Et après, lorsqu'on est près de la collecte, je crois qu'aujourd'hui, on a intérêt à avoir des solutions mutualisées. Dans une zone, on peut avoir des plateformes, disons, qui supportent et soutenues par l'État, par le gouvernement, par les pouvoirs locaux, par les pouvoirs régionaux, pour qu'on puisse aller collecter, si vous voulez, le produit final d'une manière, le stocker, le collecter, le stocker, le transporter, et en utilisant tous les moyens possibles, y compris les frigos, et puis qu'on puisse sauvegarder ce produit pour qu'il ne soit pas périmé. Et quand on voit ce qui se passe dans certains pays africains, où vraiment nous avons une diversité extraordinaire, une biodiversité extraordinaire, une production qui peut répondre aux besoins. I think we have a problem of connection. Monsieur Rabat, il s'est coupé, la communication s'est coupée un moment. Donc, si vous voulez être en train de finir très brièvement. Voilà. Moi, je crois que ça, c'est un grand marché. C'est un grand marché. Moi, j'incite donc les investisseurs à trouver les moyens pour qu'on puisse investir dans des plateformes logistiques agricoles. C'est un grand marché de milliards de dollars. C'est un grand marché qui est rentable pour les investisseurs. Et ça permettra d'avoir un rendement agroalimentaire qui est très important. Et c'est le cas aujourd'hui dans certains pays. Bien sûr, le Maroc est en train de revoir sa formule logistique pour l'agriculture, l'agroalimentaire. Merci beaucoup, M. Hassan, de votre réponse. Donc, je vais continuer avec le reste des speakers. Thank you very much for waiting and for being here, waiting the turn. I will make some questions to the rest of the speakers. Just one moment. Okay. I don't know if I begin with you or, okay, with Mr. Ali Tunsi. That's great. Okay. Well, I would like to ask you, what are the main problems that prevent the development of air transport in Africa?
Thank you. Maybe it's better to respond in French, looking Okay, that most allez-y. of the speakers speak French. En effet, le grand problème du développement du trafic aérien en Afrique, c'est la connectivité. En effet, par exemple, il y a 2 semaines, j'avais une mission à Abuja. En vol direct, c'est quelque chose comme 3h30 de vol. Mais vu qu'il n'y a pas de connectivité, il faut passer soit par Istanbul, soit par Doha. Et c'est 16 heures de vol. La même chose pour aller de Tunis à Addis Abeba ou à Nairobi. Il faut soit passer par la Turquie, soit par le Middle East. Et ça, c'est un très, très grand problème en Afrique. Et c'est la connectivité. Il y a un grand manque de connectivité. L'Union africaine elle a essayé à travers le projet de Yamoussoukro ou maintenant le projet de SATAM, ou le ciel ouvert africain. Ça n'a toujours pas réussi totalement. Il y a 32 signataires du protocole de ciel ouvert en Afrique, mais très peu d'implémentation. C'est-à-dire que cette régulation soit dans le règlement des pays pour pouvoir autoriser l'ouverture des ciels africains et que les compagnies aériennes peuvent servir ces pays sans contrainte. Ça, c'est la plus grande difficulté du développement et ça revient à la compétitivité. Les pays ne veulent pas ouvrir leur ciel parce qu'ils ont peur de perdre leur trafic, de perdre leur notoriété. En fait, l'ouverture du ciel africain bénéficie pour 2 types de pays. Les pays qui ont des grandes compagnies aériennes comme l'Éthiopie avec Ethiopian Airlines, comme l'Afrique du Sud avec South African ou le Kenya, avec ces compagnies-là, ils peuvent desservir toute l'Afrique. Alors, ils ont intérêt à que tous les pays africains soient ouverts et ils peuvent servir ces pays-là. La deuxième catégorie, c'est les pays qui n'ont pas de compagnie aérienne. C'est un peu le Togo, le Tchad, le Niger, qui n'ont pas de compagnie aérienne. Alors l'ouverture du ciel africain va leur permettre de développer leur trafic et d'avoir des compagnies qui vont venir les servir. À part ces 2 catégories, la majorité des pays avec des compagnies aériennes de petite taille ou de moyenne taille, ils vont perdre leur compagnie parce qu'ils ne seront pas compétitifs avec les grandes compagnies qui vont servir leur pays avec une grande rentabilité et des coûts très très bas. Et en fait, ça c'est le grand dilemme en Afrique et ça dure depuis 30 ans et ça n'a pas réussi. L'exemple européen, c'est l'Union européenne qui a imposé à l'Europe d'ouvrir les ciels. Et maintenant, tu peux avoir un Paris-Barcelone servi par une compagnie allemande ou une compagnie norvégienne, et avec des coûts très très bas. Parce que l'Union européenne, c'est une autorité. Ce n'est pas le cas avec l'Union africaine qui a essayé d'imposer ça, essayé de faciliter ça. Ça n'a pas réussi. Et peut-être ça a encore des difficultés à implémenter. Ça, c'est le grand problème de la connectivité. À part ça, il y a les problèmes de sécurité, de sûreté, mais ça, c'est des problèmes qui peuvent être résolus si le problème de connectivité va se résoudre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ali Tounsi. Je vais poser la question à la prochaine speaker, c'est Mme Naïma Zamoum. Donc, à part de tout ce qui a été abordé, voilà, sur la nécessité des infrastructures logistiques modernes en Afrique, je voulais vous demander quel est votre rôle et comment contribuez-vous à aider les entreprises qui souhaiteraient développer et investir en Afrique. Merci pour la question. Donc, nous contribuons à la mise en place à faciliter les relations entre les exportateurs, les fournisseurs qui ont besoin de développer leur business en Afrique. Donc, on a une plateforme marketplace déjà qui leur permet de chercher des clients fiables. Ça met en relation des fournisseurs et des clients fiables avec une assurance. Donc aussi, on a développé des logiciels d'exploitation qui permettent aux opérateurs, donc aux clients, par un clic,
avoir des offres de transport instantanément, de faire des bookings, d'avoir la traçabilité de leur chargement tout au long du voyage. Mais aussi, la partie la plus importante, c'est le conseil. Donc souvent, les gens qui veulent aller vers un pays africain qui ne connaissent pas, ils ont peur de la réglementation, ils ont peur des choses inconnues, donc qu'ils ne maîtrisent pas. Et nous, donc on conseille, on oriente, on accompagne le client à travers bien sûr de nos partenaires et de nos collègues au pays de destination. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Naima Zamoung. Our next question is for our speaker, Mouliaden. Well, we've been talking about these consequences of COVID-19 and the war in Ukraine. So what's the biggest challenge facing African ports today if we bear in mind these global supply chain issues that were related, linked to the COVID-19 and after to the war in Ukraine? I think it's a very interesting question, and it's a question that has been in the minds not only for the Africans, but for every continent. And if you take, for example, the American continent, I think the administration has just appointed someone specifically dealing with that supply chain and issues. For the African ports, you have two issues. One is the shipping lines have become so powerful that you only have 2 or 3 alliances running the whole scheme of things. Yeah. And that leveraging, it's going up to small ports who are not able to service them. So you go back to the map. A 20,000 TEU vessel cannot be serviced by all those African countries. So the line is choosing where it wants to go. And then when it gets to a port, I'll give you Djibouti, it's probably going to dump more than Djibouti can handle. So they're also creating more bottlenecks for the African ports. So one, they have the leverage to do whatever they want to some extent, but also they're creating the bottleneck by dropping, but also sometimes by just keeping those ports because they're doing the blank sailing. So I think as a continent, we need to look and say, how can we deal with those ever getting bigger shipping companies to be able to service this continent better and the customers even better? Okay. Thank you very much, Mr. Mouliaden. And one question for Mr. Alaes. Okay, what's the impact on the new African continent of free trade agreement and transport and logistics? That's a very interesting question. Okay, it's the chicken and the egg. Like I said in the presentation, trade creates ports and multimodal transport and trade routes. And trade routes and ports create trade. So practically, now we have a golden opportunity. We have, like the EU has done half a century ago, we're creating a free trade huge market of 1.4 trillion purchasing power. And this is not little, this is important. But to be able to have the inter-African trade, and the inter-African trade, you need to have the hinterland of our seafront countries, which are the ports, interconnected. So maybe I'll put a couple of quick bullets of what needs to be done. First, the European Union, our #1 trade and investment partner of all of Africa as well as the Mediterranean, should start looking at our Euromed cooperation that has been going on perfectly, to look at the rest of Africa as the hinterland of this Mediterranean, which means move from Euromed to Euro-Africa. And this should be with all instruments that are existing. For example, we're here all under the EPSOMED regional project. Okay. We need to have an EPSOMED equivalent that links the EU with all of Africa. This is a must. This is a high need to bring all the business support organizations together, because they'll be the engine that can mobilize and support business community to work together. Second thing, which is very important, we have the motorways of the sea, which was a success story. The aim in the European Union was simply environmental. You wanted to move land transport to short sea shipping. What we need is to have an equivalent of it cloned for all of Africa, where we as Africans, we need to agree first who are the hub ports. And I think it's very visual for everybody. Just look at the condensation of
transport and the investments that are coming there. And then we start having equivalent of motorways of the sea, linking these hub ports to all their neighboring countries. And we have to work very, very fast on, unfortunately, the political and security landscape, which means that if you look at superhighways like Alexandria, Cape Town, you have a couple of small bottlenecks in it. The Mediterranean Ring Road, blocked in Libya. All this is political and security. We Africans, we have to work on that very fast. Okay, thank you very much, Mr. Alaes. I think we are on time. We still have 10 minutes. If there are some questions from the public, do you want to add something else from the speakers? Do you want to make any comments or? Okay, then we can conclude here. Thank you very much for attending this first Africa Logistics meeting. It has been a pleasure having here today with us, and thank you very much, everyone, for being here. Thank you.